Il y a 5 minutes, Magyar s'est vengé de tout. Tragédie en Fédération de Russie. Moscou n'imaginait même pas que l'Ukraine choisirait ce scénario. Tout s'est terminé brutalement. Poutine a disparu, c'est la panique à Valdai. La meilleure défense anti-aérienne ne protège plus le ciel. Il faudra bel et bien renoncer à la capitale. Et pas seulement. Choc. Des accords historiques ont été signés. L'Ukraine bâtit une nouvelle alliance de défense au cœur de l'Europe. Trump et l'OTAN se retrouvent sur le banc de touche. Kiev forme une force de frappe avec ses partenaires et érige un bouclier antibalistique. La tension monte. Moscou s'infiltre à nouveau dans les coulisses de l'Union européenne. Un nouvel acteur dans le complot de Poutine, la Bulgarie. Des déclarations choquantes sur l'Ukraine. Serait-ce un Orban 2.0 ? Pendant ce temps, c'est la catastrophe en Russie, les soldats manquent. Le Kremlin est forcé de prendre une mesure qui sidère même les Russes. Tout cela dans notre émission Point d'enfer. Les occupants craignent jusqu'à la simple évocation de son nom. Magyar a fait trembler l'ennemi, exécutant une sentence de mort pour Moscou. Une vengeance sanglante en direct, c'est à voir absolument. Les nôtres ont frappé l'ennemi là où le Kremlin ne l'attendait pas, l'Ukraine a les cartes en main. Les forces de système de drones ont plongé l'adversaire en enfer. Cependant, ce n'est pas tout. Quelle sera la prochaine frappe de nos troupes pour le rappel ? Ne manquez pas les premiers détails. La chasse continue, les forces armées ukrainiennes ne laissent aucun répit aux soldats de Poutine. Les forces de système de drones, avec d'autres unités de défense, ont transformé l'usage des drones en une chaîne de destruction quotidienne des ressources ennemies. Les forces de système de drones sont en quelque sorte une unité révolutionnaire, une branche armée révolutionnaire, qui, à part peut-être en Fédération de Russie ou à des niveaux embryonnaires en Chine, n'existe pratiquement pas ailleurs. C'est une branche unique qui définit les tendances actuelles et je pense qu'elle servira d'exemple à l'avenir, même pour les plus grandes armées mondiales, comme celle des États-Unis, de l'OTAN et bien d'autres. Rien que durant les 20 premiers jours d'avril, les unités ont neutralisé 18 sites de défense anti-aérienne ennemis dans les territoires occupés. Les dernières cibles étaient une station radar du complexe S-350 Vitiaz et un système de missiles anti-aériens Tor M2KM. La destruction systématique de la DCA ennemie ouvre la voie aux drones ukrainiens vers des sites stratégiques au cœur de la Russie. Par exemple, suite aux frappes sur les infrastructures pétrolières, la Russie perd environ 100 millions de dollars de revenus chaque jour. C'est ce qu'a déclaré le commandant des forces de système de drones ukrainiennes, Robert Brovdi, connu sous le nom de Magyar. En fait, 1 million de dollars, 10 millions, des centaines de millions, toutes ces pertes comptent. Elles ne renflouent plus le budget russe, elles ne servent plus à acheter de nouvelles armes ou équipements, elles ne rentrent tout simplement plus dans les caisses pour financer la guerre contre l'Ukraine. Cela signifie que les capacités de la Russie à financer et à équiper sa guerre sont de plus en plus restreintes. Brovdi est devenu l'un des symboles de la transformation technologique des forces armées ukrainiennes. Sous sa direction, un concept a été mis en œuvre, aucun équipement ennemi ne peut approcher les positions ukrainiennes sans être repéré. L'alliance de la reconnaissance aérienne et de la frappe immédiate par drone FPV a radicalement changé la tactique de défense. Les forces de système sans pilote et les unités dédiées à ce domaine assurent la destruction et le confinement de l'ennemi, ainsi que les opérations offensives et de reconnaissance. Elles sont aujourd'hui les plus performantes selon de nombreux critères. L'adversaire n'a pas le temps de s'adapter assez vite à l'évolution constante de notre tactique. Robert Brovdi, engagé comme volontaire, a créé une unité de reconnaissance aérienne qui, d'un simple peloton, est devenue une structure puissante. Depuis 2025, il est le commandant des forces de système sans pilote, devenu l'intelligence numérique de l'armée ukrainienne. Grâce à leurs innovations, l'Ukraine mène la course mondiale aux technologies de défense, transformant le champ de bataille en un espace de système robotisé. Selon le président ukrainien, la ligne de front se trouve actuellement pratiquement au même niveau qu'il y a un an. Et c'est très révélateur si l'on considère les graves problèmes de sous-effectifs au sein des forces de défense ukrainiennes. Ce sont donc précisément les systèmes sans pilote sur le front qui ont permis aux forces de défense ukrainiennes de mener une défense active efficace. De plus, ce sont ces systèmes sans pilote qui ont créé les conditions nécessaires au succès des contre-offensives ukrainiennes.
Les forces de système sans pilote ont accompli ce qui semblait auparavant impossible. Elles ont totalement éliminé la notion d'arrière-garde sécurisée pour les occupants. Aujourd'hui, les forces de système sans pilote assurent le contrôle non seulement sur la ligne de front, dans le ciel tactique, sur des secteurs précis où l'ennemi attaque, mais nous étendons aussi ce contrôle plus profondément dans leur zone arrière. Contrôle de la logistique ennemie, destruction de la logistique ennemie, nous couvrons 50 à 60 km. Nous ne nous contentons pas de rester sur la ligne de contact. Sans sortir de la zone de frappe, nous allons bien plus loin en profondeur. Même les porte-voix du Kremlin ne peuvent plus passer la réalité sous silence. Les propagandistes russes admettent de plus en plus l'impuissance de leur armée face à la percée technologique ukrainienne et aux nouvelles tactiques de nos forces armées. Choc. Une juste rétribution souffle désormais directement dans le dos de Poutine. Le dictateur ne parvient plus à maîtriser ses émotions. Il quitte Moscou en urgence pour s'enfermer à Valdaï. La défense antiaérienne russe ne peut même plus protéger l'homme du bunker. C'est un fiasco. Par peur, le dictateur se jette aux pieds d'Erdogan. Sa dernière chance de rester en vie. Un tournant inattendu des événements. L'échange de 3 régions russes contre la paix. Quelle surprise. La révolte est déjà en marche. Un scénario qui sonne comme une impasse pour le régime. Qu'arrivera-t-il ensuite ? Voyons cela. Poutine dans un cercle de défense aérienne. En mars 2026, 7 nouvelles tours équipées de Pantsir ont été construites autour de la résidence de Poutine à Valdaï. Le nombre total de systèmes de défense aérienne autour de la résidence de Valdaï du dictateur russe a atteint 27. C'est ce qu'a rapporté le service russe de Radio Liberté. Comme en témoignent les images satellites de Planet.com, la construction de 7 nouvelles tours pour les Pantsir a commencé le même jour, le 17 mars. Certaines d'entre elles sont déjà équipées de systèmes de missiles anti-aériens. La publication écrit que, tout comme les tours Pantsir autour de Moscou, les systèmes de défense aérienne à Valdaï sont disposés autour de la résidence de Poutine en 2 cercles de grand et petit diamètre. Mais les experts en sont convaincus, l'efficacité de ces Pantsir soulève des questions. Ce qu'est le Pantsir S1, les Émirats arabes unis l'ont appris à leurs dépens, eux qui en ont acheté plus de 50 à la Fédération de Russie, en espérant que ce serait un moyen efficace de lutter contre les cibles aérodynamiques, c'est-à-dire les drones, contre les armes de frappe aérodynamiques. Et maintenant, les Émirats arabes unis comptent les pertes dues aux frappes de drones iraniens. Et ils fustigent la Fédération de Russie de manière très révélatrice et éloquente. Il s'est avéré que les tant vantés Pantsir S1 se sont révélés absolument inefficaces pour contrer les drones. Et là, les problèmes de la Russie pourraient venir non pas des drones, mais des missiles. Pour la 3e fois, nous attirons l'attention sur le nombre de missiles de croisière et balistiques de fabrication ukrainienne. Et c'est là que les Russes auront de gros problèmes. Et les problèmes de défense aérienne, c'est avant tout cette demande de la partie russe à la partie turque de leur revendre les S-400 russes qui avaient été vendus par la Fédération de Russie pour 3,5 milliards de dollars et qui, par conséquent, sont devenus une pierre d'achoppement majeure entre la Turquie et les États-Unis. Autrement dit, les capacités de la défense aérienne russe sont limitées. À la fin de décembre 2025, le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a déclaré que l'Ukraine aurait attaqué la résidence d'État de Poutine à Valdaï avec des drones. La Russie a le droit de décider elle-même de ce qui constitue une menace pour sa sécurité et de ce qui n'en constitue pas. Eh bien, par la suite, la Russie a menacé de riposter. De tels actes irresponsables ne resteront pas sans réponse. Les cibles des frappes de représailles et le moment de leur exécution par les forces armées russes ont été fixés. Cependant, la partie russe n'a toujours pas été en mesure de fournir des preuves convaincantes d'une telle attaque. Il n'y a eu bien sûr aucune attaque massive, que ce soit de nuit, de jour ou au petit matin, contre la résidence de Poutine. Ce que fait Poutine en ce moment, c'est un jeu sale, c'est une insinuation. Lui et Lavrov tentent par tous les moyens de faire échouer les négociations. Celles plutôt réussies entre les présidents américains et ukrainiens, Trump et Zelensky. Il est évident qu'il ne resterait rien de cette résidence, tout devrait être calciné, mais d'après ce que nous disent nos sources, il n'y a rien eu là-bas, pas un seul impact, pas le moindre drone, missile ou bombe sur aucun bâtiment résidentiel. Ce qu'ils font en ce moment, c'est
c'est une véritable opération spéciale d'information et de guerre psychologique. Les journalistes ont commencé à recueillir des informations sur l'emplacement des tours Pantsir près de la résidence de Poutine dès la fin 2024. En juillet 2025, des images satellites ont montré qu'il y avait au moins 7 Pantsir. Et dès août 2025, 12 tours et positions surélevées ont été détectées autour de la résidence de Valdai, destinées à accueillir des systèmes de défense anti-aérienne Pantsir S-1. À titre de comparaison, à Moscou et dans sa région, qui compte plus de 20 millions d'habitants, les journalistes ont dénombré 60 positions de défense aérienne, soit seulement 5 fois plus qu'à Valdai. La paranoïa de Poutine est devenue légendaire depuis longtemps. C'est-à-dire qu'il prend sa sécurité très au sérieux et s'inquiète énormément de toute menace qui pourrait lui porter préjudice. Globalement, c'est le comportement habituel de Poutine. À la moindre situation confuse, il se terre dans son bunker. Il se cache dans ses résidences secrètes et n'y reçoit des invités qu'après de multiples contrôles. Apparemment, Poutine a vraiment peur, car Alina Kabaeva passe beaucoup de temps à la résidence de Valdai avec les fils de Poutine. Et pour le président russe lui-même, une réplique exacte de son bureau du Kremlin y a été construite. Sa paranoïa s'est visiblement accentuée après l'échec de la mutinerie de Prigojine. Et il est évident que les actions des forces armées ukrainiennes n'incitent vraiment pas Vladimir Poutine à l'optimisme. Il se concentre donc principalement sur la protection de ses différentes résidences afin de tenter de se prémunir. Mais ce n'est pas tout. De plus, Poutine a entamé une purge du pouvoir dans plusieurs régions par crainte d'une révolte. Le Kremlin s'apprête à remplacer les dirigeants de 3 régions clés de Russie avant les élections de septembre 2026. Les chefs des régions frontalières de l'Ukraine sont aussi visés. C'est ce que rapporte l'Institut pour l'étude de la guerre, citant des sources russes. Selon 3 sources proches du Kremlin, les autorités russes envisagent de remplacer Gladkov, Bogomaz et Melikov. Les régions de Belgorod et de Bryansk bordent l'Ukraine. Il est clair qu'après la mutinerie de Prigojine, la menace d'une révolte des élites a beaucoup inquiété Poutine. Depuis quelque temps, Vladimir Poutine semble particulièrement paranoïaque et méfiant envers les autres membres de la hiérarchie du pouvoir. Ces remaniements constants, les arrestations au sein du ministère de la Défense, les limogeages successifs et les tentatives répétées d'écarter certains généraux ou encore de remplacer des gouverneurs illustrent bien ce climat de suspicion et de contrôle accru qui règne actuellement au sommet de l'État russe. Toutes ces manœuvres au sein du pouvoir montrent que Poutine ressent une certaine méfiance envers sa propre élite dirigeante. Le but de ces rotations est de sauver la cote de Poutine et du parti Russie uni. Le Kremlin craint actuellement que le mécontentement présent dans les régions frontalières, dû aux tirs fréquents et aux dangers permanents, ne finisse par se transformer à terme en un vote de protestation et ne finisse par nuire au dictateur lui-même. Poutine est vraiment très inquiet pour sa propre sécurité. Il voit des complots partout, tout le temps. Poutine sait très bien qu'il ne perdra jamais le pouvoir par les urnes, mais il pourrait tout à fait le perdre suite à un nouveau coup d'État. Et c'est probablement ce qu'il redoute le plus. Et c'est sans doute sa préoccupation majeure. Désormais sans les États-Unis ni l'OTAN, l'Ukraine et l'Europe bâtissent une nouvelle alliance. Zelensky guide le monde sans la moindre crainte. Norvège, Royaume-Uni, Turquie et Ukraine sont prêts à agir. Une armée unie pour faire taire Vladimir Poutine. Détail choc, bouclier antimissile prêt, ciel verrouillé et accords historiques changeant la donne. On vous en dit plus dans un court instant. En mai 2025, l'Union européenne a créé un vaste fonds de crédit via le programme SAFE, Security Action for Europe. Ce fonds s'élève à 150 milliards d'euros. C'est de l'argent pour l'industrie de l'armement. L'Europe a compris que l'OTAN ne suffit plus et qu'il faut créer sa propre alliance de défense. Et pour cela, l'Ukraine est tout à fait indispensable. Nous sommes le rempart de toute l'Europe, protégeant nos voisins et assurant la stabilité du continent. Une alliance plus forte, à mon avis, serait celle de pays comme la Norvège et d'autres nations partageant les mêmes valeurs fondamentales. L'Ukraine, le Royaume-Uni et la Turquie. Ces 4 pays manquent à l'Union européenne. Pourquoi ? Car l'armée turco-ukrainienne est plus forte que la russe. Une nouvelle alliance militaire entre l'Ukraine et l'Europe. C'est désormais une question d'avenir très proche. La guerre en Ukraine, le souhait de Trump de quitter l'OTAN et les succès de l'armée ukrainienne au front. Tous ces facteurs indiquent une seule chose aux pays européens. Il est nécessaire de se protéger. Et sans l'Ukraine, c'est impossible.
L'Europe possède un potentiel industriel et scientifique incomparable à celui de la Russie. Et surtout, si l'on considère l'Union européenne dans son ensemble et les pays qui ne sont pas dans l'Union mais font aussi partie de la sphère de sécurité européenne, l'OTAN et d'autres organisations comme la Norvège ou la Grande-Bretagne qui ne sont pas dans l'Union mais dans l'OTAN ou l'Ukraine qui n'est ni l'un ni l'autre mais possède l'armée de terre la plus puissante du continent, il est clair que ce potentiel n'est au moins pas inférieur à celui des Américains, surtout si l'on regarde sur le long terme. D'ici 2030, la Russie prévoit d'augmenter son armée à 2 500 000 soldats. C'est pourquoi l'Europe doit dès maintenant prendre des mesures pour assurer son indépendance. Même dans le domaine de l'information, le Kremlin tente d'intensifier la pression et de préparer sa population à une guerre encore plus vaste. Et pas seulement avec l'Ukraine. En tentant de charger la production militaire, les bureaucrates européens endettent les pays de l'Union et se livrent à un vol flagrant, espérant ainsi relancer une économie qui perd de la vitesse. Par la suite, le matériel militaire accumulé, utilisé sans but lors d'exercices et n'entraînant que des dépenses supplémentaires pour leur pays, créera la nécessité de rentabiliser les fonds investis, ce qui, comme prévu, provoquera de nouvelles guerres de conquête. Aujourd'hui, l'Union européenne envisage la création d'une nouvelle alliance de défense après la fin de la guerre en Ukraine. Cependant, les nouvelles menaces venant de Moscou, par exemple envers les pays baltes, pourraient accélérer considérablement la prise de conscience des Européens qu'il ne faut pas perdre de temps. En fait, il y a simplement une prise de conscience progressive par les Européens du niveau des problèmes et des tentatives de comprendre que le simple fait d'attendre que l'Ukraine contienne la Russie à un point tel que la Russie cesse de leur faire la guerre, cela n'a pas fonctionné non plus. C'est pourquoi l'Ukraine est désormais nécessaire dans un autre rôle, pas seulement comme un terrain où l'on peut épuiser la Fédération de Russie, mais aussi comme un allié militaire. Actuellement, l'une des tâches principales de l'Ukraine et de l'Europe est d'avoir un ciel protégé. Les forces armées ukrainiennes parviennent à lutter assez efficacement contre les attaques de drones russes. Une autre question est la balistique. Les missiles pour les systèmes patriotes manquent cruellement. Et il semble que l'industrie de défense ukrainienne puisse résoudre ce problème dans un avenir proche. Nous devons créer notre propre système antibalistique en 1 an. C'est réaliste, c'est très complexe, mais la question réside dans les composants. Je pense qu'aujourd'hui, nous voyons qu'un composant peut être maîtrisé, c'est la question des radars, et il y a la question des missiles. Créer une alliance de défense sans les États-Unis résoudrait bien des problèmes. L'économie de l'Union européenne alliée aux technologies militaires ukrainiennes est la clé du succès. Une alliance de défense entre les pays européens et l'Ukraine montrera au monde entier qu'il est possible de se défendre contre l'agression sans les États-Unis et le chantage constant de Trump et de ses successeurs. Un coup de tonnerre inattendu en Europe, l'émergence d'un nouvel allié de Poutine en Bulgarie. Sofia remplace Budapest et entame un jeu secret en faveur de Moscou. Une politique radicale et des déclarations tout aussi provocatrices. Le dictateur russe triomphe à nouveau. L'Ukraine est sur ses gardes. Le danger a surgi du côté le plus inattendu. Enfin, l'Europe pourra-t-elle réagir à temps ? Voyons cela. Le monde européen est à nouveau confronté à un défi interne. La Bulgarie, en effet, se tourne désormais clairement vers la Moscovie. Il existe une réelle possibilité de former une coalition qui ne sera certainement pas pro-ukrainienne. Aux élections législatives, la force politique « Poursuivons le changement » a gagné, liée à Roumen Radev, un politicien qui critique la politique de l'Union européenne et prône la reprise du dialogue avec la Fédération de Russie. L'Europe n'a pas sa propre vision pour mettre fin à la guerre en Ukraine et instaurer la paix et continue d'investir dans une cause perdue avec un espoir utopique. Roumen Radev, chef du parti « Poursuivons le changement ». Et bien que Sofia ne renonce pas formellement à son orientation européenne, les priorités commencent à changer. Il ne s'agit plus d'un soutien inconditionnel aux alliés, mais d'un soi-disant pragmatisme qui, dans les conditions actuelles, signifie de plus en plus souvent une tentative d'équilibre entre l'Union européenne et le Kremlin. Le nouveau gouvernement bulgare suivra-t-il le modèle d'Orban ? Évidemment non. Mais encore une fois, il peut certainement créer certains problèmes. Selon les experts,
Sofia ne bloquera pas ouvertement les décisions clés de l'Union européenne. Cependant, on ne peut plus qualifier ce gouvernement de pro-ukrainien. Par conséquent, tout accord, des sanctions à l'aide financière, risque de devenir plus complexe, plus long et politiquement plus douloureux. Cela peut certainement nous causer des difficultés financières et certainement nous créer des histoires politiques. Certaines choses, comme les sanctions, seront plus difficiles à faire accepter. Il est peu probable que les Bulgares gâchent carrément l'approbation du crédit dont nous avons tant besoin. Les Bulgares peuvent aussi, par les actions du nouveau gouvernement, nous créer des problèmes dans le domaine des communautés nationales. Un autre aspect sensible est l'industrie de la défense. La Bulgarie reste l'un des principaux fournisseurs de munitions de calibre soviétique, crucial pour l'armée ukrainienne. Selon les politiciens européens, tout ralentissement ou révision des livraisons de Sofia affectera inévitablement toute la chaîne d'approvisionnement, créant une pénurie et ralentissant le rythme du soutien sur le front. Le complexe militaro-industriel bulgare est aujourd'hui largement orienté vers l'Ukraine. Tout y est saturé de commandes pour l'Ukraine. Et je pense que personne n'annulera ces commandes, car la Bulgarie est un pays qui dépend énormément, plus encore que la Hongrie, des fonds de l'Union européenne. Et jouer à ces jeux maintenant, c'est se tirer une balle dans le pied dès le départ, au début de ce nouveau cycle politique. De plus, c'est précisément la guerre en Ukraine qui a favorisé la croissance de l'économie bulgare. Un paradoxe que Sofia comprend parfaitement, même si on n'est pas prêt à le dire tout haut. Ainsi, la politique réelle du nouveau gouvernement sera probablement dictée non par des déclarations fracassantes, mais par un calcul pragmatique entre rhétorique interne et obligations externes. La Russie profitera du fait que Radev ait gagné. C'est certain qu'elle va exploiter cet aspect au maximum. Il devra jongler entre l'électorat de ceux qui s'opposent à cette corruption et son propre électorat pro-russe. C'est donc un hybride électoral complexe et il est difficile de dire comment ils vont maintenir l'équilibre, surtout concernant cette politique étrangère. Le défi majeur aujourd'hui pour l'Ukraine et l'Union européenne n'est pas tant l'émergence d'un nouvel allié du Kremlin, mais l'érosion progressive de l'unité, où chaque opposition individuelle affaiblit la position commune et rend les décisions plus longues et complexes. Le Kremlin panique, l'armée russe craque de toutes parts, les pertes sont colossales, le front s'effondre, les généraux se taisent et Poutine explose de colère. La mobilisation en Russie est à l'agonie. Le dictateur prend une mesure désespérée. Partout en Russie, c'est le choc et la peur. Les familles pleurent tandis que Moscou parle de patriotisme. La Russie brûle à cause de ses propres décisions. L'homme du bunker rêve de nouvelles conquêtes. Pourtant, la réalité agit sur lui comme une douche froide. Cette vague de mobilisation pourrait-elle être la dernière pour l'empire du mensonge ? Ne manquez pas ces détails choquants dans un instant. Le rythme de recrutement dans l'armée russe ralentit. Si l'an dernier 1200 personnes signaient un contrat chaque jour, elles ne sont plus qu'environ 1000 aujourd'hui. La différence semble minime, mais les experts affirment qu'il s'agit d'une tendance systémique révélatrice de l'essentiel. La ressource qui soutient la guerre s'épuise progressivement. L'analyste Vadim Denisenko affirme que le vivier de kamikazes se tarit et que cela va empirer. Sur le front, les forces de défense ukrainiennes, qui ont le rapport de force avec l'armée d'occupation russe, est incomparable en termes de potentiel. Dans leur opération de défense stratégique, ils misent principalement sur l'élimination des forces vives de l'ennemi. L'idée, c'est que si jamais le nombre d'occupants russes qui sont éliminés, c'est-à-dire mis hors de combat, dépasse la capacité de la machine de mobilisation russe à compenser ces pertes humaines, pertes actuelles, tout en constituant des réserves stratégiques pour l'armée, alors le potentiel offensif de l'armée ennemie, en effet, finira par perdre de sa force et s'essouffler. En conséquence, le Kremlin tente d'agir avec plus de prudence. Depuis environ 6 mois, la Russie teste ce qu'on appelle une mobilisation cachée. Les gens sont de fait contraints de signer des contrats sans annonce officielle de mobilisation. Mais ce mécanisme connaît aussi des ratés. Les raisons ne sont pas encore évidentes. Soit le processus n'est pas pleinement lancé, soit les Russes sont de moins en moins prêts à partir à la guerre. Une mobilisation totale n'est pas encore annoncée en Russie. Et la raison n'est pas seulement militaire, elle est aussi politique.
Au cours de ces 2 dernières années, il faut souligner que l'accent a été mis de façon particulière sur le recrutement des forces armées russes, principalement à travers l'armée de métier, c'est-à-dire une armée composée de professionnels. Des objectifs de recrutement clairs ont été fixés aux différentes régions russes afin de renforcer progressivement les effectifs militaires. Et par tous les moyens possibles, ils ont, à plusieurs reprises, forcé des citoyens russes, parfois sous la pression, à signer des contrats avec l'armée russe. Face au mécontentement général des Russes, le risque est que l'indignation grandisse dans le pays. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky estime que la restriction des réseaux sociaux en Russie vise à éviter les révoltes. Le plan est une mobilisation massive et une offensive. Il s'agit de mobiliser les habitants des grandes villes, y compris Moscou et Saint-Pétersbourg. Parmi les scénarios possibles, une nouvelle offensive majeure contre l'Ukraine ou une pression sur d'autres fronts comme les pays baltes. Cependant, une autre question se pose ici, la réaction de l'OTAN. Je pense que peut-être tous les pays ne voudraient pas apporter leur soutien, mais selon moi, les pays de l'OTAN n'auront pas le choix. Sinon, l'OTAN n'existera plus. Ils devront s'unir et répondre à ce que Poutine pourrait potentiellement faire. Autrement, ils n'auront tout simplement plus d'alliance. Mais le problème clé de la Russie reste inchangé, le manque d'hommes. Si la situation n'évolue pas d'ici les prochains mois, le Kremlin sera face à un choix. Soit lancer une nouvelle vague de mobilisation, probablement après les élections à la Douma, soit passer à une guerre de position prolongée. Les 2 options sont loin de la victoire rapide sur laquelle comptait Moscou. C'est-à-dire que le recrutement est de 30 000 et les pertes de 35 000, soit un déficit de 5 000 par mois. C'est précisément ce manque à gagner qui empêche de combler les effectifs actuels. De toute évidence, l'un des principaux paris de la Russie, la ressource humaine, est en train d'échouer. Et cela pourrait devenir un facteur déterminant pour la suite de la guerre. C'est tout pour le moment. C'était moi, Darina Utskalo. Encore plus de nouvelles brûlantes dans notre prochain numéro. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner et de liker. À bientôt.